Bonjour tout le monde, ici Hugo Martin. J'interviens rapidement au tout début de cet épisode afin de vous annoncer que l'équipe de questions de preuve s'agrandit. Corinne Jacquet, avocate chez Belton Avocat et recherchiste légiste ici à Rivercast Media, va animer des épisodes et offrir de la formation avec nos invités. Bienvenue dans l'équipe Corinne et sans plus tarder, on débute ce 23e épisode. Cet épisode de questions de preuve vous est présenté par Nota Bene, la plateforme de notification électronique de LRM Huissier de Justice. Pourquoi notifier par courrier recommandé pour une quinzaine de dollars alors qu'avec Nota Bene, vous pouvez notifier par courriel de façon sécuritaire en conformité avec toutes les règles de notification. Rendez-vous sur lrmhuissier au pluriel.com, lrmhuissiers.com pour plus de détails. Cet épisode vous est aussi présenté par Kefi Taverna du restaurant Ikanos à Montréal, un pop-up sous forme de cuisine fantôme offrant des classiques revisités de la cuisine traditionnelle grecque, tels que le pita souvlaki, le spanakopita et l'épaule d'agneau rôti à basse température. Kefi signifie esprit de la fête en grec, on en a tous besoin. Pour livraison ou pour emporter, commandez en ligne avec Uber Eats, DoorDash ou dans la section livraison cueillette du site ikanos.ca. Alors, des bureaux de Ulex Avocat et Stratège, je suis Corinne Jacquet, recherchiste légiste pour Rivercast Media. Rivercast Media, c'est un réseau de podcasts qui héberge et qui produit des émissions, dont Questions de preuve, un podcast sur le droit et la justice par et pour les juristes. Allez sur le site rivercastmedia.com pour plus de détails. En collaboration avec Ulex Avocat et Stratège, un cabinet avant-gardiste basé à Montréal, Questions de preuve vous présente une série discutant de tous les aspects du droit commercial, que ce soit les relations de travail, en passant par la responsabilité des administrateurs via la protection des marques ou les relations entre les actionnaires. Ces podcasts sur le sceau de Ulex ont une portée commerciale générale, tout en étant rigoureux et très stimulants. Cette série est disponible dans les épisodes réguliers du podcast Questions de preuve et se veut une incursion dans le droit des affaires, un domaine actif et continuellement en changement. Abonnez-vous à Questions de preuve dans votre application de podcast préférée afin de ne rater aucun épisode de Ulex. Nous sommes heureux d'avoir comme co-animateurs les avocates et avocats de Ulex Avocat Stratège, des juristes engageants, expérimentés et soucieux de partager leur savoir en droit des affaires, droit des technologies, marque de commerce, propriété intellectuelle, financement, immobilier et responsabilité. Alors, le sujet du jour, nos données personnelles. Comme on a vu dans un épisode précédent de Questions de preuve, nos données sont l'or noir du 21e siècle. Alors, est-ce que nos données personnelles sont victimes de la période d'isolement que nous vivons en ce moment? On parlera donc de protection de données et en quoi les mesures actuelles reliées à la COVID-19 causent des enjeux importants. Aujourd'hui, mon co-animateur sera Maître Bruno Provencher-Bordelot, avocat chez Ulex. Bruno est titulaire d'une maîtrise en commerce électronique. Il conseille principalement des entreprises du domaine technologique en matière de droit des affaires. Il s'intéresse particulièrement aux enjeux juridiques issus des technologies de l'information. Alors Bruno, parle-nous un peu de toi, ton parcours. Bonjour, je suis allé à l'Université de Montréal où j'ai fait un baccalauréat en droit et ensuite là, on a mentionné la maîtrise que j'ai faite en commerce électronique qui est également à l'Université de Montréal et au HEC en combinaison. OK. Puis ton stage de droit? J'ai fait mon stage professionnel du barreau là, dans un autre cabinet. À ce moment-là, je faisais du litige commercial. Et en fait, c'est suite à ça, c'est ça, j'ai commencé ma carrière en litige et j'ai décidé de bifurquer un peu vers le droit des affaires. J'ai fait ma maîtrise en commerce électronique, donc pour peut-être axer le droit des affaires un peu vers les nouvelles technologies. Donc c'était ça l'idée en tout cas à l'époque et c'est ce qui m'a amené ici. Euh, donc évidemment, on s'imagine bien les choses quand on, on s'inscrit à l'université, là, Oui. mais c'est pas toujours linéaire. Mais bref, c'est ce qui m'a amené chez ULEX, donc ça a bien été de ce côté-là. OK. Et donc voilà, j'ai fait la maîtrise et depuis 5 ans maintenant, je pense, je travaille chez ULEX avec mes collègues en droit des affaires ici. Et tes champs de pratique, c'est donc plus la technologie de l'information? Ben bon, ici, souvent je dis on est expert en PME. OK. Donc, on n'a pas un champ de pratique super pointu. Là. Je pense qu'il n'y a pas un avocat chez ULEX là, qui est ultra spécialisé uniquement dans un champ de pratique. Mais notre spécialisation vraiment du fait qu'on accompagne des PME, beaucoup dans le domaine technologique. Et donc, on peut leur offrir des services là, dans plein de domaines. C'est sûr que mon expertise à moi, je ne fais pas que ça, mais mon expertise, c'est beaucoup en commerce électronique, en protection de données, gestion de la protection de la vie privée, entre autres parce que dans le cadre de la maîtrise que j'ai faite en commerce électronique, donc c'était pas simple, il y avait une portion commerce, mais une portion juridique aussi, quand même importante, là, qui était très axée sur la protection de la vie privée. Et donc, ayant fait ces études-là, puis m'intéressant à ça,
je suis un peu devenu l'une des personnes ressources, si on veut, à ce niveau-là chez Ulex. OK. Puis ton day-to-day ici, à quoi ça ressemble concrètement? Donc, le day-to-day, j'ai des clients qui m'appellent Sans cesse. chaque jour. Ça, c'est juste être avocat. Donc, c'est ça, j'ai une pratique qui est un peu, tu sais, c'est fractionné, c'est assez varié. Donc, on a certains clients un peu plus gros pour lesquels moi, par exemple, j'ai un rôle un peu pratiquement comme un conseiller interne, mais à l'externe, si on veut. Donc, j'ai juste le terme in-house en anglais en tête, là, mais un conseiller juridique, c'est ça. Et donc, ça, c'est bon, répondre au téléphone, répondre au courriel, il y a des demandes qui viennent sans cesse, et notamment souvent en matière de protection de données. Donc, les entreprises qui n'ont pas d'une certaine grosseur, qui n'ont pas personne à l'interne qui est spécialisé là-dedans, mais de plus en plus ont des enjeux régulièrement à ce niveau-là. Et donc, je vais les conseiller là-dessus. Et il y a une autre portion qui est du travail peut-être de plus de longue haleine, où on va accompagner des clients, on va bâtir, par exemple, tout un régime de contrat pour eux, où on va travailler sur une grosse transaction. Financement, ça peut être une vente d'entreprise, ça peut être une réorganisation, différentes plus grosses transactions qui vont durer plus longtemps. Donc, je dirais que c'est un peu les trois. Je veux dire, il y a d'autres choses, là, mais Puis est-ce qu'en matière de propriété intellectuelle, tu trouves que les enjeux, les demandes des clients ont augmenté depuis le début de la COVID? En termes de... C'est une bonne question. En fait, moi, j'ai pas vu dans ma pratique à moi, avec mes clients. Tu sais, je m'occupe beaucoup de clients en technologie. La plupart des clients dont je m'occupe n'ont pas eu d'impact très significatif. Ce que j'ai vu, c'est que certains clients ont décidé d'aller vers certaines solutions pour dématérialiser un petit peu leur milieu de travail. Et ça implique de faire affaire avec plusieurs nouveaux fournisseurs qui ont des ententes de services parfois volumineuses et qui parfois s'attendent aussi à ce qu'on les accepte sans discuter. Mais bon, quand on a un bon avocat, des fois on peut, on peut discuter un peu. Donc ça, c'est peut-être l'impact au niveau du travail. C'est sûr qu'on a eu des questions. Il y a des questions qui sont venues sur certaines nouvelles organisations du travail, puis je pense qu'on va l'aborder. Mais en termes de propriété intellectuelle, personnellement, moi, j'ai pas vécu ça, là. En même temps, moi, je m'occupe beaucoup ici de ce qui est donné, vie privée. Ce qui est de la pure propriété intellectuelle, marque de commerce, par exemple, c'est plus d'autres personnes qui s'occupent de ça là, que moi, là. OK. Donc, justement, on parle de données aujourd'hui. C'est quoi des données? Ça, c'est une bonne question. C'est tout. Tout est une donnée. Et tout peut devenir une donnée. Mais si on parle de données, bon, les données, ça peut être, je veux dire, c'est des informations. Quand on parle de données personnelles, encore une fois, ça peut être, c'est très vaste. Et je pense qu'il y a une erreur là, qui se fait beaucoup, c'est de penser que les données personnelles, ce sont des données d'identification. Donc, un nom, une adresse, un numéro. Donc, oui, ça en fait partie. Puis, c'est essentiel d'avoir ça pour avoir des données personnelles, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Tout ce qu'on associe à un individu qui est identifiable, ça devient une donnée personnelle. Donc, à l'époque, on avait des classeurs en papier, puis on pouvait mettre dans une chemise avec le nom de quelqu'un plein de feuilles ou de documents qui constituaient son dossier. Puis d'ailleurs, le Code civil et la loi au Québec là, qui traite de la protection des données personnelles dans le secteur privé est encore axé sur ce concept-là. On parle de fichiers de données, on parle pas de classeurs, là, mais c'est un peu arriéré. Et il y a des projets de moderniser ça, justement. Mais maintenant, c'est dans des bases de données. Mais donc, la base de données, elle peut avoir une infinité de champs. Tant qu'on l'associe à une personne, bien, ça devient partie de son dossier. Et donc, n'importe quoi peut devenir une donnée personnelle si on l'associe à quelqu'un qui est identifiable et peut devenir simplement une donnée qui n'est plus assujettie à toutes ces restrictions-là qui touchent la vie privée si on cesse de l'associer à une personne. Et bon, c'est peut-être qu'on pourrait y revenir, mais des fois, est-ce qu'une donnée est encore associée à quelqu'un ou non? Ça peut être une question plus compliquée qu'elle n'en a l'air. Donc, juste en rentrant ici, dans le fond, j'ai donné 3-4 données là, sur votre formulaire COVID. Vous pouvez Oui, non. m'identifier. Effectivement, il y a un formulaire à signer où on donne et ça devient des données personnelles à votre sujet ou au sujet de tout le monde qui vient ici. Et, je veux dire, on échange des données de ce type-là sans arrêt. Et mais, tu sais, je veux dire, quand on va sur Internet, également de façon continue, on accepte, on donne notre consentement et je veux dire, parfois entre guillemets, à la collecte de ces données-là.
Et bon, je veux dire, moi, c'est mon travail, donc je lis énormément de politique et de terms of service, conditions d'utilisation, toutes sortes de documents qui sont liés à des applications, des sites web. Mais je réalise, évidemment, il y a pratiquement personne qui fait ça, à moins qu'il soit payé pour le faire. Hein. Mais donc, c'est ça. Par C'est rapport à, partout. par rapport à ça, justement, pour les sites Internet, j'ai deux questions. Est-ce que tu penses vraiment que on a un choix quand on va sur un site Internet de surveiller quelles données ils vont prendre? Et penses-tu deuxièmement que le consentement qu'on donne est libre et éclairé comme endroit? C'est une bonne question. À bien des égards, je veux dire, ça dépend, en fait, ça dépend ça dépend du site, ça dépend du contexte. Il y a des sites maintenant de plus en plus qui vont demander le consentement avant de collecter les données d'utilisation. Par ce qu'on on va appeler ça une bannière de cookie banner en anglais. Là, donc, il faut cliquer. Bon, je pense que. Et moi, y compris, là, quand je navigue, je vais souvent cliquer dessus sans aller voir les détails. Et je pense que tout le monde fait ça. Mais on peut concevoir ça comme étant un vrai choix. C'est-à-dire qu'on a le choix de ne pas aller sur le site web. On n'est pas obligé. Et là, on pourrait avoir un débat, peut-être. On pourrait avoir un débat plus loin à certains sites web. Est-ce qu'on a le choix d'aller sur Google ou non? Bon, oui et non, là, mais si on sort de peut-être des très gros joueurs, c'est vrai qu'on a le choix. On n'est pas obligé d'aller magasiner en ligne sur un certain site. On pourrait choisir une autre façon. Et à ce moment-là, c'est un choix. Après ça, est-ce que c'est un vrai choix? Là, il y a différentes législations. On peut prendre comme société là, la position de dire, ben, on doit donner la possibilité aux gens de faire leurs transactions sans fournir des données. Ou on peut décider de dire, ben, vous avez le droit de mettre ça ensemble et de faire une offre globale. Donc, vous voulez utiliser nos services, notre site web, on va collecter certaines choses sur vous. Je pense que la tendance est de plus en plus à donner le choix aux gens, mais de façon à ce que les gens fassent le choix de fournir toutes leurs données. Je veux dire, il y a beaucoup. Quand on étudie le commerce électronique, je veux dire, un des éléments, c'est le pouvoir, et ça c'est documenté, là, je veux dire, le pouvoir de l'option par défaut. C'est très, très efficace. Les gens choisissent presque, pas tous, mais je veux dire en très grande proportion l'option par défaut. Donc, il y a des questions philosophiques là-dessus, là, dans le sens que, est-ce que c'est un vrai choix? Je pense que devant un avocat devant le tribunal là, qui explique, ben, techniquement, c'est un choix. Vous aviez le choix de le faire ou non. Après ça, il faut séparer cette question-là de est-ce qu'on veut prendre des politiques plus sévères pour obliger les entreprises à limiter ce qu'ils font. Ça, je pense que c'est une autre question qui est peut-être plus politique que juridique. Là. Puis pourquoi les entreprises cherchent autant à récupérer des données? Pourquoi les données sont si importantes que ça aujourd'hui? Eh bien, ben, c'est ça. Les données, ça permet, ça permet de monétiser. On peut plus monétiser les données de façon toujours, je pense, toujours plus efficace. En ce moment, bon, il y a eu un épisode là, qui traitait de l'or noir, on l'a mentionné au début. C'est une richesse pour beaucoup d'entreprises. Dans un contexte de commerce électronique, par exemple, le contexte que je connais le plus, les données permettent de savoir à qui on s'adresse, permettent de concentrer des efforts. Si on sait on peut bâtir des profils et dire, ben, nous, on a tant d'argent à mettre sur des publicités Facebook. Fait qu'on on veut le dépenser pour que ça aille vers les gens qui vont acheter nos produits. Donc, plus qu'on a de données sur qu'est-ce qui a fonctionné pour faire acheter telle personne, puis on peut aller très loin. Là, je veux dire, il fut un temps où on ne pouvait pas faire une différenciation si grande. On pouvait envoyer des choses par la poste, par code postal peut-être, mais là maintenant on peut presque cibler, en fait on peut cibler des individus presque individuellement et techniquement il serait possible de faire des publicités personnalisées pour chaque personne. Il y a pratiquement pas d'entreprises qui font ça, entre autres parce qu'il y a un aspect où ça peut être un peu déstabilisant. Si on mettait une publicité sur Facebook avec bon, au-delà des questions de droit à l'image là, et de propriété intellectuelle, ça peut être aussi il peut y avoir une réaction qui serait négative à ça, là, de voir, par exemple, la photo de son ami ou sa propre photo là, dans une publicité. Mais techniquement, il pourrait le faire. Là, je veux C'est dire. déjà déstabilisant de voir une publicité qui rejoint justement un besoin que tu avais, comme une chose que tu as cherchée sur Google, puis la minute d'après, c'est sur Facebook, puis c'est disponible avec rabais. C'est déjà un peu comme, oh, je me sens surveillée, écoutée. Donc, j'imagine qu'avec une photo Exactement. d'un... Et je veux dire, l'anecdote là, qui
qu'on a entendu, je pense que tout le monde a entendu dans les derniers mois, années, c'est ils nous écoutent à travers le téléphone parce qu'on a parlé de ça, j'ai jamais écrit ça sur mon profil, ni j'ai jamais cherché ça sur Google, puis ils me donnent une publicité. Bon, et peut-être qu'ils nous écoutent. Je veux dire, encore une fois, la technologie est là pour le faire. Moi, j'en doute. Je pense qu'il y a beaucoup d'experts dans le domaine qui s'entendent pour dire que c'est plutôt les algorithmes qui sont assez perfectionnés pour deviner de quoi on parle sans écouter. Et est-ce que ça, c'est pire ou moins pire? Je sais pas. J'ai tendance à penser que ça pourrait être pire que se faire écouter. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que même si on ferme le micro, on est écouté quand même. Donc oui, il y a un aspect à ça donc c'est un couteau à double tranchant. Je pense que les professionnels du marketing en ligne sont au courant de ça. Et ils avancent à petits pas. Puis ce qui arrive, c'est que plus on le fait, plus ça devient acceptable. Je pense qu'il y a des choses qu'on voit aujourd'hui en publicité en ligne puis en contenu personnalisé, si on était arrivé directement il y a 5-6 ans avec ça, eh bien, ça aurait causé toute une vague, alors qu'aujourd'hui, c'est juste tout à fait normal. Là. Puis, c'est quoi les limites pour les entreprises? C'est quoi les encadrements par la loi qui limitent un peu leur collecte de données? Donc, c'est ça, il y a plusieurs lois qui sont applicables pour limiter non seulement la collecte, mais surtout c'est ce qu'on peut faire avec les données personnelles. Et c'est limité aux données personnelles. Donc, après ça, il y a une autre panoplie de choses qui peuvent limiter les données en général. Là, je veux dire, et c'est surtout contractuel. Mais si on parle de données personnelles pour protéger les individus, il y a des lois qui s'appliquent. Il y a une loi qui s'applique au Québec, qui s'appelle la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Il y a une loi qui s'applique au Canada, on entend souvent l'acronyme anglophone qui est PIPEDA, mais c'est la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Et la portion documents électroniques est complètement à part, là, donc ça n'a pas vraiment rapport, mais c'est juste qu'on a mis deux choses dans la même loi. Et ensuite, il peut y avoir des lois qui s'appliquent ailleurs. Et donc, principalement, on entend beaucoup parler du règlement européen, qui a une portée extraterritoriale, donc qui s'applique partout dans le monde là, jusqu'à un certain point, et qui est assez sévère. C'est vrai que c'est peut-être la réglementation, la loi qui est la plus sévère en Europe, oui, en ce moment. Et donc, ça devient un petit peu le standard. Moi, ce que je vois dans la pratique, c'est que, puis j'ai tendance à faire ça aussi pour mes clients, des fois, on va s'aligner sur des concepts européens, même si c'est pas directement applicable au Québec, au Canada, techniquement. C'est des bonnes pratiques, c'est des bonnes façons de voir ça, puis ça couvre des lacunes un peu qu'on a dans la loi qu'on a ici. Je veux dire, la loi est assez vieille au Québec. Je parlais tantôt là, des filières et les dossiers. C'est fondé sur comme des dossiers papier. Et ça fait en sorte qu'il y a certains concepts un peu qui sont... On essaie de les appliquer, là, mais on étire peut-être l'élastique un petit peu. C'est ça, j'allais te demander, la loi, est-ce qu'elle est à jour? Donc, tu trouves qu'elle n'est pas à jour de... Non, elle n'est pas à jour. Il n'est pas juste moi qui trouve qu'elle n'est pas à jour. Je pense que le gouvernement trouve également qu'elle n'est pas à jour. Il y a le projet de loi 64 qui a été déposé dans les dernières semaines là, et qui vise à un peu revamper là, la loi québécoise et l'aligner, je dirais, jusqu'à un certain point sur ce qui se fait en Europe, ce qui est un peu la tendance mondiale, si on veut. Là. Pas mondiale, pas partout, là, mais je veux dire dans des pays comme le Canada. Et donc, il saisit cette opportunité-là, mon ministère de la Justice, pour donner une cure de rajeunissement, si on veut, à notre loi. Personnellement, je pense que c'est une excellente nouvelle. Parce qu'il y avait des concepts là-dedans que finalement, dans la pratique, on finissait par mettre de côté. Moi, j'ai beaucoup de clients, on allait plutôt s'aligner sur la loi fédérale, même si techniquement, on aurait dû peut-être plus s'aligner sur la loi québécoise, mais c'était juste plus simple et plus convivial pour l'international, surtout. Et la loi fédérale, elle se situe où par rapport au règlement européen? Puis est-ce qu'elle mériterait un petit coup de poussière? Ouais, un petit coup Un petit dépoussière. Ouais. Dépoussièrement. Écoute, peut-être, oui, tu sais, il y aurait peut-être un petit rattrapage à faire. Et il y a eu beaucoup de commentateurs au Canada aussi qui ont proposé des choses en ce sens-là. Cela dit, c'est beaucoup moins, je dirais qu'elle est moins arriérée que la loi québécoise. Il y a moins de concepts là, qui datent et plus récentes. Et ça a été fait aussi d'une autre façon où il y a des principes. Donc, un petit peu plus de flexibilité dans la loi canadienne, ce qui est important dans un domaine comme la protection des données personnelles parce que c'est un domaine qui est intimement lié à la technologie, en tout cas du moins maintenant, et donc ça évolue constamment. Si on a des concepts qui sont trop fermés, qui sont trop coulés dans le béton, on se retrouve à
avoir, par exemple, c'est ça, des situations qui sont pas couvertes par la loi ou qui sont en contravention de la loi, mais qui finissent par être acceptées. Puis ça, c'est jamais bon pour le fait de suivre la loi. Je veux dire, si tout le monde finit par contrevenir un petit peu, ça finit par perdre son efficacité. Par ailleurs, je pense qu'il n'y a pas beaucoup non plus de... Il y a moins d'activités, disons, de mise en œuvre de la loi québécoise que la loi canadienne ou européenne. Donc oui, il y a des enquêtes, mais on entend moins parler. Disons que c'est moins intense, là. Puis, quel est le fondement pour le traitement des données personnelles? Ben, c'est ça. Puis ça, c'est un autre élément qui est important, là. Déterminer le fondement, c'est quelque chose qui est... C'est un concept aussi qui est un peu... qu'on reprend la loi européenne, là, puis on entend ça beaucoup maintenant. C'est quoi le fondement? Pourquoi est-ce que vous traitez? Donc, il faut... les lois sont basées beaucoup sur le consentement. C'est un concept au Canada, là, au Canada, Québec. Je veux dire, c'est fondé sur le consentement presque à 100%. Puis là, on a discuté tantôt. Est-ce qu'on donne un vrai consentement? Bonne question. Donc, est-ce que fonder ça sur le consentement uniquement, c'est la bonne approche? Je veux dire, la question est entière. Je pense que c'est probablement pas, c'est moi qui parle, je veux dire, comme citoyen, là, probablement pas la meilleure approche parce qu'au final, je pense que dans la pratique, le Je consentement... sens aussi que c'est pas pertinent, le consentement. Ben, ça peut l'être, mais tu sais, c'est qu'il y a beaucoup de situations où les entreprises réussissent à obtenir des consentements par toutes sortes de moyens détournés, puis on peut se questionner si c'est de façon, en société, est-ce que c'est la bonne façon de faire ça? Mais il y a d'autres critères, je veux dire, au-delà du consentement, on est censé collecter des données, une entreprise, par exemple, est censée collecter des données qui sont nécessaires pour effectuer un traitement qu'on a décidé à l'avance. Mais là, ça, c'est flou un peu. Donc, c'est qu'est-ce qui est nécessaire? Bon, c'est sûr que l'entreprise va dire, ben oui, c'est nécessaire. Moi, je dois faire mon marketing, je dois faire des profils d'utilisateurs. Puis, je veux dire, c'est des affaires, puis c'est normal, tout le monde le fait. Puis, dans un contexte mondial, si on dit aux entreprises québécoises qui font affaire en ligne, non, vous ne pouvez pas collecter, vous ne pouvez faire aucun profilage des internautes, puis qu'aux États-Unis, ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent, ben, il y a un problème concurrentiel assez important, tu sais. Il faut faire attention à ce niveau-là. Mais c'est quelque chose qui existe. Donc, c'est là, après ça, la façon dont c'est fait, moi, j'ai jamais vu, je pense pas qu'il y a eu de grosses causes où vraiment on a essayé de déterminer en cours est-ce que c'était nécessaire ou non, parce que ça se rend pas là. Puis peut-être que, je veux dire, il y aura des débats là-dessus, peut-être avec des gros joueurs, là, comme des Facebook. Mais ça reste que c'est dans la loi, ça existe. Et bon, en Europe, ils sont arrivés avec un concept peut-être un petit peu différent là, qui parle des intérêts légitimes. Puis j'en parle, c'est pas vraiment applicable au Québec encore, mais un peu d'une autre façon. Ici, on a pris une approche en Amérique du Nord de consentement tacite, qui, à mon sens, en pratique, ça se ressemble beaucoup. Là. Donc, on dit dans certains cas, on consent tacitement à l'utilisation de nos données, mais sans que ça soit explicite. Dans d'autres cas, il faut consentir vraiment explicitement. Et en Europe, ils ont isoler un peu le consentement. Si c'est fondé sur le consentement, il faut que ça soit vraiment clair et explicite. Et sinon, on peut y aller sans consentement, mais il faut que ça soit, qu'on informe les gens comme il faut, puis il faut que ça soit pour répondre à des intérêts légitimes. Donc, qu'est-ce qu'un intérêt légitime? Encore une fois, sujet à beaucoup d'interprétations. Il y a des choses qui ont été écrites là-dessus, mais le profilage des internautes pour des intérêts légitimes de marketing, semble-t-il, ça peut rentrer là-dedans. Donc, c'est ça le fondement. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'on doit s'appuyer sur ça. Donc, on peut pas traiter des données personnelles si on peut pas se fonder dans... La loi, ce qu'elle dit, là, c'est que en principe, tu peux pas en traiter, sauf si tu peux t'appuyer sur quelque chose. Donc, c'est pas limité à certaines situations. Ça s'applique de façon générale. Donc, si on veut, n'importe quelle entreprise veut collecter des renseignements, on doit s'appuyer sur ça. Après ça, dans bien des cas, on n'en fait pas une étude approfondie parce que c'est du consentement tacite. Donc, est-ce que, par exemple, les employeurs, puis je pense qu'on va en parler, là, les employeurs traitent plein de données personnelles sur leurs employés. On n'a pas nécessairement besoin de faire signer toutes sortes de formulaires aux employés pour consentir à ça. Des fois, on peut le faire, mais ça va de soi. On est dans une relation d'emploi, on sait bien qu'on va avoir besoin de fournir certains renseignements, qu'on va avoir un dossier d'employé, etc. Puis, bien qu'on consent à ce que l'entreprise collecte nos données, est-ce que le consentement englobe aussi l'aspect où est-ce que l'entreprise vend ces données-là à une autre entreprise ou les donne à quelqu'un? En tout cas, je veux dire, les données circulent. Ouais, bon, bonne question. Maintenant,
la circulation des données, puis là, la vente, la circulation, je pense qu'il faut faire une distinction, là. C'est-à-dire que la circulation des données, évidemment, dans le contexte actuel technologique, les données circulent beaucoup, et donc on va utiliser des sous-traitants, on va utiliser un fournisseur pour héberger sa base de données. Donc, par exemple, le fournisseur techniquement a accès aux données. Et donc, il y a beaucoup de questions qui se posent en ce moment dans l'univers juridique là, qui touchent la protection des données sur comment est-ce qu'on organise ces transferts-là, et notamment les transferts dans des organisations qui sont dans d'autres pays, donc qui sont soumis à d'autres lois. Ça a fait couler beaucoup d'encre, et entre autres à cause de ce qui se passe en Europe, où il y a des restrictions très sévères là-dessus, parce que, bon, en Europe, ils ont fait leur loi qui est très restrictive, mais ils ne veulent pas que les entreprises puissent juste envoyer ça aux États-Unis où c'est le Far West. Puis c'est un peu, je veux dire, c'est ça la vraie réalité de la chose, là, parce que aux États-Unis, il y a très peu de lois qui s'appliquent dans cette matière-là. Les entreprises peuvent faire pas ce qu'ils veulent, là. Puis là, il y a une loi en Californie maintenant, là, mais sauf en Californie, je veux dire, il n'y a pas. Puis ça commence, là, mais il n'y a pas quelque chose de fédéral qui chapeaute tout ça. Et donc, la question d'envoyer. Puis là, il y a dernièrement une décision, là, comme quoi il avait essayé de fabriquer un framework, là, donc une espèce d'entente ou de façon qui s'appelle le Privacy Shield, là, qu'il y en avait un, parce qu'il y avait, je me rappelle plus du nom avant, parce qu'il y avait l'équivalent avant, parce que ça a été invalidé, ils en ont fait un autre, le Privacy Shield, et qui a été invalidé à nouveau, là, très, très récemment. Et donc, ça cause des maux de tête là, à beaucoup d'avocats qui traitent avec des données en Europe, qui doivent aller aux États-Unis. Beaucoup d'entreprises aux États-Unis, là, ça fait il y a des centres de données là-bas, etc. Donc ça, c'est la circulation des données. Et puis au Québec, je veux dire, on n'a pas les mêmes restrictions, puis je pense que c'est accepté généralement. Il y a des débats quand même là-dessus là, qui se font, mais c'est accepté qu'on n'a pas à demander la permission aux gens pour envoyer leurs données à l'étranger pour nos propres fins. Donc, des sous-traitants, on a quelqu'un pour héberger les données, quelqu'un pour gérer nos envois de messages, textos, ou pour faire des appels automatisés. C'est ça, c'est les transferts. Ben, c'est ça. Ça, c'est un transfert. Donc, mais si on parle de vente de données, puis là, c'est un terme qui peut être ambigu aussi. Ça, je ne sais pas si c'est un mythe, la vente de données, ou si ça arrive très souvent. Ah, ce n'est pas un mythe. Je veux dire, aux États-Unis, il y a des brokers, des courtiers de données qui vendent des données. C'est une grosse business. Bon, ici, c'est moins répandu parce que on a plus de restrictions. Donc, je donne un exemple. Au Canada, mettons, dans le paysage canadien, puis c'est vrai au Québec, Canada, en principe, on ne peut pas traiter des données pour autre chose que ce qu'on a divulgué à la personne, mais aussi ce qui est nécessaire pour des fins déterminées. Donc, si on se rend compte qu'on a une base de données et que finalement, on pourrait utiliser ça pour faire de la promotion pour un autre produit, promotion croisée, mais que ça n'a jamais été pensé à l'avance, en principe, on n'a pas le droit de faire ça. Il faudrait leur demander aux gens leur permission. Puis, dans une certaine mesure, ça pourrait être aussi interdit parce que ça n'aurait aucun rapport avec l'objet initial de pourquoi on a collecté ces données-là. Alors qu'aux États-Unis, c'est une approche, puis qui va changer probablement, mais pendant très longtemps, c'est une approche où, tant qu'on mettait dans notre politique de confidentialité, de privacy policy là, aux États-Unis, ce qu'on allait faire, ils écrivaient ça en termes extrêmement larges, comme on a le droit de faire tout ce qu'on veut, ils le mettaient dans la privacy policy et c'était correct. Le danger, c'était de se retrouver devant le FTC en anglais, donc c'est Federal Trade Commission. C'est vraiment un organisme qui n'est pas dédié à la vie privée, là, c'est dédié c'est comme le bureau de la concurrence au Canada. Et le danger, c'est de se faire dire « Ah, vous avez fait quelque chose que vous n'aviez pas dit, donc c'est une pratique anticoncurrentielle. » Il y a eu beaucoup de situations, je pense qu'il y en a moins maintenant, mais il y a eu beaucoup de situations où des Américains venaient au Canada, puis ils présentaient leur politique à leurs avocats canadiens, puis ils se faisaient dire « Oh, non, tu peux pas faire ça, parce que c'est comme si tu es en train d'admettre dans ta politique que tu vas contrevenir à la loi en utilisant les données pour des situations secondaires. » Fait que la vente de données, c'est un peu ça. C'est de prendre un ensemble de données et de l'utiliser à d'autres fins. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Après ça, ça pourrait être conçu d'autres façons, mais pour moi, c'est un peu ça le concept. Après ça, ça existe. Est-ce que c'est répandu? Je pense beaucoup moins au Canada, mais ça existe. Puis sur qui tombe la responsabilité de protéger les données, dans le sens que les données sont confidentielles, à ce que je comprends, ils doivent être bien gardés. C'est à qui la responsabilité de faire ça? La responsabilité de faire ça, c'est la personne qui fait la collecte. Donc, une entreprise, là, je parle dans le domaine privé, je veux dire, il
et ça peut être un organisme public, il y a des lois spécifiques qui s'appliquent dans le secteur public, mais si on reste dans le secteur privé, c'est l'entreprise qui collecte les données. Et ensuite, dans notre système nord-américain, bon, c'est principalement sur cette entreprise-là. Après, elle peut utiliser des sous-traitants et va prendre des engagements des contractuels, faire des contrats avec ses sous-traitants. Puis la bonne pratique, c'est d'avoir des clauses qui spécifient le genre de mesures de sécurité, qu'est-ce qui va être fait, et d'avoir une certaine responsabilité du sous-traitant. Mais vis-à-vis de la personne qui a fourni ces données, ben, c'est toujours celui qui l'a collecté qui demeure responsable. Il y aurait des façons de dire, bon, ben, êtes-vous d'accord pour que je transfère vos données à telle autre personne, telle autre entreprise, puis si la personne, là, si on a vraiment un consentement explicite, là, il n'y a pas rien, c'est juste, vous dites oui, ben là, peut-être qu'on pourrait transférer la responsabilité. Mais en principe, c'est celle qui collecte à la base. Puis après ça, dans d'autres, je pense que dans les lois de l'Europe, il y a des responsabilités pour des personnes plus loin dans la chaîne, là, parce que les données vont, on parlait de la circulation, là, donc il serait une chaîne là, de sous-traitants, et ils peuvent avoir une responsabilité directement aux yeux de la loi. Ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas dans notre système, parce que c'est moins explicite, là, on pourrait peut-être en débattre, là, mais c'est moins explicite les responsabilités précises qu'il y aurait un sous-traitant, par exemple. Mais c'est toujours la personne qui collecte et qui, auprès de l'individu, ou pour qui on collecte, on peut faire affaire avec quelqu'un qui va collecter en notre nom, mais la personne qui décide de ce qu'on va faire avec ça, c'est elle qui est responsable de s'assurer de ça. OK. Parfait. Je pense qu'on a mis la table sur la qualification des données personnelles et leur importance. On va pouvoir prendre une pause. Puis après la pause, on plonge dans le cœur de l'émission, c'est-à-dire les conséquences d'une période d'isolement comme on vit aujourd'hui sur nos données personnelles. Puis on parlera de données sur la santé, des risques du télétravail et la surveillance des salariés. Restez à l'écoute. Cet épisode de Questions de preuve vous est présenté par Nota Bene, la plateforme de notification électronique de LRM Huissier de Justice. Je pourrais dire ma plateforme de notification électronique parce que je l'utilise. Je vous en parlerai pas autrement. Notifier avec Nota Bene, c'est facile. Remplissez le formulaire de notification, créez un seul envoi pour notifier plusieurs destinataires, ajoutez des informations détaillées sur la documentation transmise, téléversez vos documents et, si vous le voulez, choisissez une protection supplémentaire par code d'accès. Les documents volumineux sont aussi acceptés, les documents demeurent toujours au Canada et une fois la notification réussie, les documents sont supprimés. Lorsque l'envoi est effectué, vous recevrez un avis par courrier. Lorsque l'envoi est lu et lorsque le document joint à la notification est téléchargé, vous recevez aussi un avis par courriel. Évidemment, quand tout est fait, vous recevez un rapport de notification, un peu comme on est habitué avec nos huissiers normalement. L'OACIQ, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, l'Ordre professionnel de la physiothérapie, la Chambre de la sécurité financière, l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, pour ne nommer que ceux-là, utilisent déjà la plateforme. Nota Bene de LRM Huissier, notifié de façon sécuritaire et conforme en peu de temps et moins cher. Nota Bene de lrmhuissier.com, votre nouvelle façon de notifier. lrmhuissiers.com, lrmhuissiers.com. On est de retour avec Bruno. Donc, Bruno, on va plonger dans le cœur de l'émission. Comme j'ai dit, comment la situation actuelle qu'on vit en ce moment affecte les données personnelles? Ben, je pense que, bon, une des situations, bon, ça peut les affecter de différentes façons, mais une des situations qui est particulièrement qui est différente, là, si on veut, ça va être avec des salariés dans les organisations, les employés, où traditionnellement, peut-être que il y a des données de santé qui étaient moins susceptibles de sortir, qui là maintenant deviennent un peu pertinentes pour tout le monde. C'est-à-dire que, bon, la plupart du temps, les données sur notre état de santé, bon, c'est pertinent pour nous, peut-être pour notre employeur à certains égards, mais pas tant que ça. Et là, avec la pandémie, ben, c'est devenu pertinent un peu pour tout le monde parce que si quelqu'un est infecté à COVID là, au bureau, que c'est très contagieux, puis ça a des conséquences parfois qui sont très, très graves. Et donc, c'est comme si les employeurs sont amenés à traiter un type de données qui n'étaient peut-être pas habitués de traiter de façon routinière, disons. Donc ça, c'est un élément là, où la situation actuelle bouscule un peu les habitudes. Et il y a d'autres éléments dans le milieu de travail là, qu'il faut aborder, c'est-à-dire que beaucoup de monde sont en télétravail et là, ça amène certains enjeux au niveau des données
Les données sur les employés, d'une part parce que bon, ça change la façon de superviser les employés et ça peut avoir un impact. Comme par exemple, j'imagine, à quelle heure tu ouvres ton application de travail, à quelle heure tu prends ta pause, des choses comme ça? Exactement. Donc, par exemple, un environnement de travail où, normalement, il n'y a pas nécessairement... Je veux dire, il y a des environnements de travail physiques où il y a beaucoup, beaucoup de surveillance, là, mais il y a beaucoup d'environnements. Moi, je pense que la plupart des travailleurs qui sont nouvellement en télétravail, ils étaient dans des environnements, je pense aux miens, là, juste des environnements de bureau où, bon, il n'y a pas il y a pas vraiment de surveillance, je veux dire, peut-être informellement, là, je veux dire, on voit si les gens sont arrivés au bureau puis s'ils travaillent, mais c'est pas fait de façon systématique et c'est pas nécessairement documenté de façon systématique non plus. Et là, pour certains employeurs, ça peut être il peut y avoir un stress, c'est-à-dire, bon, on n'est pas habitué du télétravail, les gens ne seront pas là. Je veux dire, à tort ou à raison, on peut penser que la productivité va baisser, qu'il y a des employés qui vont en profiter et vouloir implanter des mesures de surveillance. Et donc, ça, c'est un enjeu parce que je veux dire, la surveillance des employés, c'est possible de le faire. Ça a toujours été possible de le faire. Et je veux dire, il y a certains environnements de travail qui se prêtent à ça, où il y a des caméras, où on va avoir toutes sortes de mesures en place, mais il y a des règles qui sont associées à ça. Donc, l'employeur qui, du jour au lendemain, se dit bon, mais là, tout le monde est en télétravail, donc je vais juste installer un logiciel espion sur leur ordinateur qui va me dire exactement ce qu'ils font à la minute, puis qui va activer leur webcam sans qu'ils sachent. Comme ça, je vais savoir qu'est-ce qui se passe. Là, je fais une caricature, mais ça serait problématique. De la même façon que il y a eu, je veux dire, il y a eu des débats à savoir est-ce qu'on peut mettre une caméra pour surveiller les salariés dans leur travail. Dans certains cas, oui, dans certains cas, non. Et donc, il faut faire attention. C'est le même principe. Puis là, je pense pas qu'il y a eu nécessairement encore là, de décision sur qu'est-ce qui se passe dans la COVID, mais c'est certainement les mêmes principes qui vont s'appliquer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire la démonstration que c'est nécessaire. Mais dans le cas de l'employé en télétravail, je ne suis pas certain qu'on réussirait. Si on voulait aller très loin dans les mesures de surveillance, je ne suis pas certain qu'on réussirait à faire cette démonstration-là, que c'est nécessaire. OK. Puis par rapport aux données sur la santé, quick question, pour ou contre le tracking de la COVID-19 sur les gens? Sur est-ce que tu parles des applications, Oui, c'est ça. l'application? Ben, je veux dire, en ce moment, je pense que ce qui se passe, c'est assez. Je veux dire, on va appeler ça assez soft, là, c'est un anglicisme, mais je veux dire, c'est pas. On n'est pas dans une situation autoritaire. C'est volontaire. Là, je pense qu'il y a eu une espèce de panique justement sur est-ce que les employeurs vont forcer tout le monde à avoir ça. Et il y a certaines, bon, je dirais, des gens, des experts en protection de la vie privée qui ont réagi en disant attention, là, il y a des balises. Et justement, c'est de ça dont je discutais. C'est pas parce que il y a la COVID, oui, il y a l'état d'urgence, mais là, en ce moment, il n'y a pas rien dans les décrets gouvernementaux qui disent les employeurs, il n'y a plus aucune règle sur la surveillance des employés, vous pouvez faire ce que vous voulez. On a déjà des règles en place qui touchent à ce sujet-là de la surveillance. Et là, d'obliger tout le monde à être pisté par une application, ça pourrait être justifié dans certains cas, et ça pourrait ne pas l'être dans d'autres cas, mais c'est pas automatiquement vu que c'est une application qui était approuvée par le gouvernement, parce que ça a été lancé en disant c'est volontaire. Les gens, on espère que les gens vont l'utiliser, ça va nous aider, mais on n'a pas forcé tout le monde. Je veux dire, peut-être que ça en viendra à ça. Je pense que dans d'autres juridictions, ils l'ont fait. Ils ont forcé tout le monde. En Ontario, je pense. Est-ce qu'ils l'ont? Je suis pas sûre. Je pense pas que ça a été obligé. Non, moi, je pensais à la Corée du Sud à ce OK. moment. Ah Donc, oui. quand même assez loin de Plus extrême, l'Ontario. oui. Non, mais c'est ça. Donc, il y a une approche un petit peu plus directive. Puis, je connais pas les détails, mais je pense que ça a été plus. En tout cas, l'adoption a été plus massive. Ça a permis, ça a été très. Je pense que ça a été efficace. Puis, c'est pas juste l'application. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres mesures qui étaient prises de prendre la température de tout le monde, etc., etc. Mais là, je veux dire, pour moi, au Canada, en ce moment, c'est pas, en tout cas au Québec, on n'est pas dans cette... On est loin de là. J'allais dire dérive, mais c'est même pas de la dérive, dans ce qu'on est, on n'est même pas dans une optique de on oblige tout le monde à le faire. Donc, c'est volontaire. Puis je pense que, on parlait de consentement tantôt. Là, de dire, OK, je vais downloader une application sur mon cellulaire qui sert juste à ça. Là. On sait c'est quoi, ça sert juste à ça.
Là, on rentre dans une zone de consentement assez claire. Donc, je dirais que pas, je veux pas ou contre. J'ai pas un avis là-dessus, mais je suis pas contre, dans le sens que, tu sais, ça peut être un outil comme un autre. Je l'ai pas installé, puis je pense que non. Je pense que non. Mais ça, c'est peut-être un biais qui vient de ma profession, qui fait en sorte que je suis assez sensible au tracking. Et je veux dire, moi, je vais dans les paramètres de mes applications et je tweak qu'est-ce qui peut être collecté. Et je dis tout le temps non à plein de... Ils le présentent très bien, là. Ils disent, veux-tu nous aider, que ça serait bien pour notre business? Puis tu te dis, ouais, votre petite business, je pense que ça va être correct. Donc, personnellement, je pense que non. Puis cela dit, je veux dire, je me suis pas penché très en détail sur l'efficacité de ça, puis comme l'intérêt, mettons, pour comme utilisateur d'avoir ça, puis à quel point ça pourrait m'aider là, à être plus confortable. Peut-être que la situation va changer aussi, dans le sens que là, il semble avoir ça semble revenir. Ça dépend un peu comme, tu sais, depuis quelques semaines, là, puis je sais pas quand ça va être diffusé, là, mais là, on est mi-septembre. Donc, c'était plus... on entendait moins parler. Je veux dire, ça semblait pas être hors de contrôle, mais ça va peut-être changer. On verra. Parfait. Donc, on a parlé de données sur la santé, la surveillance des salariés, les risques du télétravail. C'est quoi les ressources pour les gens qui se sentent affectés par la situation par rapport à leurs données? Où est-ce qu'ils peuvent aller pour avoir de meilleurs conseils, peut-être? Bon, c'est sûr, c'est ça. Pour les individus, tu sais, je veux dire, pour les entreprises, il y a des professionnels qui peuvent les aller, mais tu sais, les individus, ça, je dirais pas que, sauf situation extrême, je pense que ça vaut pas la peine nécessairement de consulter un professionnel là, à ce niveau-là, à moins que vous en ayez un dans votre entourage, mettons. Mais tu sais, il y a des ressources en ligne. Donc, entre autres, là, il y a un organisme qui s'appelle le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Et donc, tantôt, je parlais un peu de Canada versus Québec, là, la loi canadienne. Un des éléments, c'est on peut aller le voir, là, si on va voir le site du Commissariat à la protection de la vie privée canadien et le site de la Commission de l'accès à l'information qui est au Québec, tout de suite, on voit la différence en termes de ressources. Là. Et donc, je conseillerais aux gens peut-être de plus aller voir le site canadien s'ils veulent des ressources. Là. Pour l'instant, écoute, peut-être que j'espère que dans le cadre du projet de loi sur la protection des renseignements personnels, il y aura aussi certains investissements au niveau de l'information puis du site. Juste le fait que ça s'appelle la Commission de l'accès à l'information, je veux dire, parce que ce qu'ils font, c'est qu'il y a deux missions. Là. Donc, il y a une mission qui est l'accès à l'information, mais tu sais, donc donner accès aux documents d'organismes publics puis de déterminer qui a le droit. Et il y a aussi la protection des renseignements personnels, mais c'est un peu... disons que c'est ça. Je pense que c'est peut-être plus axé sur l'accès à l'information, d'où le nom. Et donc, ça, c'est les ressources là, pour aller voir quels sont nos droits. Donc, le site du commissariat canadien est bien fait. Là, puis, je pense que comme consommateur, on peut aller cliquer, puis ça nous donne l'information, puis savoir ce qu'on a le droit de faire. Après ça, c'est sûr que il essaie de rendre ça convivial, mais c'est lire des textes. C'est comme une autre bonne façon, c'est de lire la politique relative à la vie privée ou la politique de confidentialité, ce qui est une excellente source d'information. De plus en plus, c'est des documents qui sont faits de façon beaucoup plus conviviale qu'avant. Et je veux dire, en tout cas, c'est une tendance lourde. Moi, j'essaie autant que je peux. Ma mini contribution, c'est d'inciter mes clients à faire ça. Puis Moi, je pense que, justement, en parlant de ressources, chaque individu devrait avoir une formation Bruno, où est-ce qu'on apprend à tweaker, pour reprendre tes mots, tweaker les paramètres des applications, Ouais. parce que c'est pas toujours évident de savoir. Non, c'est vraiment pas toujours. Puis au-delà c'est pas évident, entre autres, parce que les entreprises engagent des consultants pour rendre ça pas évident. Je veux dire, c'est pas une erreur. Là. C'est pas une erreur. Je veux dire, ils ont des ergonomes, ils ont des psychologues qui font en sorte comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça ait l'air facile quand on va devant la commission, justement, mais que dans les faits, personne ne le fasse. Donc oui, je sais pas si ça existe des formations, mais en fait, oui, dans certains cas, il y a des... Si vous êtes quelqu'un, pour la personne là, qui est préoccupée par... Puis je dirais plus pour des grosses plateformes, donc préoccupé par sur Facebook, qu'est-ce qu'ils vont chercher à mon égard, comment est-ce que je pourrais faire. Je suis certain, puis j'en ai déjà vu, il y a des vidéos YouTube, encore une fois,
vous allez donner des données à Google sur YouTube là, en y allant, là, mais il y a des moyens de s'organiser. Et il existe du monde qui ont fait des tutoriels là, pour vous montrer comment aller, quels paramètres sélectionner. Des fois, c'est pas si évident. Donc, c'est une autre ressource là, qui est peut-être plus... Mais c'est pas niaiseux dans le sens que c'est comme ça qu'on arrive à faire nos propres choix. C'est supposé être un consentement. Puis des fois, on peut rester surpris. On peut rester surpris d'aller voir sur une application quelconque. Il faut qu'on soit éduqué. Exact, c'est ça. Bon, peut-être quelque chose qui est un petit peu plus... qui prend un peu plus de temps. Là, quelqu'un qui est vraiment intéressé. Puis, de plus en plus, on peut demander, là, puis surtout merci à la Commission européenne puis le règlement européen, mais on peut demander de nous fournir à beaucoup d'entreprises, puis beaucoup le font, nos données. Donc, si vous faites une demande, puis on peut rester surpris quand même, là, des fois, là, qui ont des trucs, et tu te dis, ah ouais, ils savent que j'ai cliqué là-dessus en 2014. Okay. Ça fait peur un peu. Il n'y a pas de doute, là, mais... Ouais. OK. Puis pour les entreprises, c'est quoi les opportunités actuelles quand on parle de données personnelles en temps de COVID, puis celles qui sont à venir? Bon, en termes d'opportunités, moi, une opportunité que j'ai... Je veux dire, il n'y en a pas tant que ça, là, des opportunités, là, ben, je pense que certaines entreprises ont des opportunités, mais tu sais, au niveau, bon, données personnelles, est-ce qu'on peut tirer profit de ça? Un élément que j'avais identifié qui est peut-être de moins en moins d'actualité, mais tu sais, quand même, tu sais, pour les entreprises qui ont ralenti un peu, puis je vais le dire parce que c'est quelque chose aussi ça peut être le COVID, ça peut être d'autres choses, mais un des éléments qui est important et qui va le devenir de plus en plus là, en termes de gestion des données personnelles, c'est de documenter ses pratiques et de garder un registre ou de garder une trace de ce qu'on a fait, et non seulement de ce qu'on a collecté, de ce qu'on a fait, mais aussi de pourquoi on l'a collecté, est-ce qu'on s'est posé des questions. De plus en plus, c'est requis. Donc, tu sais, en Europe, là, ils ont déjà des requis de registre, des requis de faire des évaluations dans certains cas. Là, dans le projet de loi qu'on a vu au Québec, ça s'en vient. On ne sait pas trop sur quelle forme ça va arriver, mais il va y avoir des évaluations à faire, des facteurs de risque. Puis là, bon, ben, je veux dire, évidemment, les consultants se frottent les mains là, en se disant qu'ils vont pouvoir charger des honoraires pour faire ça. Mais on ne sait pas trop. Je veux dire, les avocats en même temps sont comme, OK, les petites entreprises, surtout, c'est combien ça va coûter, qu'est-ce qu'il va falloir faire. Mais s'il y a un petit temps mort, peut-être on est moins occupé, c'est l'occasion de se pencher là-dessus. C'est quelque chose qu'on n'a jamais le temps de faire, c'est ça. Donc, faire l'analyse du traitement qu'on fait, puis de documenter ce qu'on fait. C'est une grosse portion. Des fois, ça peut paraître un peu anodin, mais la journée qu'il y a un problème, d'avoir cette documentation-là, c'est ça qui peut être salvateur. Là, c'est vrai en données personnelles. Je me donne un exemple. Je pense ça a été discuté dans l'épisode sur l'or noir, là, mais la loi anti-pourriel qui traite un peu de ça aussi. Là, mais c'est un bon exemple parce que il y a beaucoup de... On peut s'en sortir en ayant documenté. Et des fois, il y en a qui n'ont juste pas documenté. Peut-être qu'ils n'ont rien fait de mal, mais vu qu'ils ne pouvaient pas le démontrer, ben, ils ont eu à payer. Et ça peut être la même chose en termes de gestion de données. Si on a bien fait nos devoirs, puis on peut démontrer, mais regarde, il y en avait un risque, puis on ne l'a pas vu, mais c'est pas parce qu'on s'en est pas occupé. C'est parce qu'effectivement, regardez le cheminement qu'on a fait, puis on l'a mis dans un rapport. Puis c'est raisonnable de ne pas l'avoir conçu à l'époque parce que la technologie était différente, etc., etc. Et donc, dans ce contexte-là, peut-être qu'on peut se sauver d'avoir une amende, parce qu'on n'a pas été négligent. C'est juste, c'est pas parce qu'il y a un bris de sécurité nécessairement qu'on a commis une infraction. Il peut avoir une responsabilité envers certaines personnes, mais si on n'a pas été négligent puis que ça vient d'une situation qui n'est pas de la faute de personne, mais ça existe. Là, je veux dire, évidemment, on essaye toujours, puis les avocats, on est excellents là-dedans, on essaie de mettre la faute sur quelqu'un, puis tout le monde aime ça quand la faute est sur quelqu'un. Je veux dire, c'est plus facile à vivre, là. Mais il y a des situations juridiquement où c'est la faute de personne. Mais c'est sûr que si on n'a rien documenté puis qu'on sait pas, on peut pas vraiment expliquer les mesures qu'on a prises pour assurer la sécurité, on va devenir le suspect numéro 1 pour mettre la faute sur sa tête. Donc, documenter. Ouais, c'est ça. Bon, Desjardins. Est-ce que c'est la faute de Desjardins? Tu sais, si, mettons, par exemple, Desjardins là, il y a un aspect de responsabilité des employés, là. Mettons, on met ça de côté, puis, tu sais, ils peuvent avoir mis un programme en place, puis faire de la formation, puis ils ont tout fait
leur devoir pour qu'il y ait des bonnes pratiques en matière de traitement de données. Mais là, ça se peut qu'il y ait effectivement juste une personne qui est malhonnête puis qui décide de vendre des données. Puis là, on ne sait pas trop encore exactement c'était quoi, là, mais il semble qu'il y avait peut-être un réseau de courtiers là, qui voulaient avoir accès à ces données-là. Mais tu sais, il va toujours en avoir. Mais après ça, est-ce que l'entreprise a commis une infraction? Peut-être que l'entreprise est responsable, mais c'est pas nécessairement une infraction. Tu sais, si on parle en termes d'avoir fait une infraction à la loi, peut-être qu'on peut être responsable parce que tu es responsable des employés, peu importe ce qu'ils font. Après ça, il y a sûrement des débats à avoir. S'il commet un acte criminel, c'est peut-être pas dans ses fonctions. Là, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais il faut faire la distinction. Alors que si on se rend compte, ah ben oui, l'employé a fait ça, mais vous n'aviez aucun programme. Puis là, c'est sûr que dans le cas des jardins, je pense que c'était assez évidemment malhonnête. Mais dans d'autres cas, tu sais, par exemple, je peux prendre l'exemple de. Il y a eu quelque chose qui était dans l'actualité chez Uber. Il y a des gens qui. C'était assez évidemment pas correct, là, mais qui espionnaient un peu des célébrités ou des fois, il y en a qui ont espionné leur ex, là, où est-ce qu'ils allaient, des gens au place chez Uber qui avaient accès à tout ça. Fait que, bon, ça semble assez évident que c'est pas correct de faire ça, mais est-ce qu'un Uber aurait pu dire, ouais, mais regarde, nous, on a des politiques, on fait de la formation, puis on explique à tout le monde, puis ils assistent à des séminaires pour dire, là, c'est important les données personnelles, il ne faut pas utiliser ça à d'autres fins, puis pas. Donc, il aurait pu se dédouaner d'une certaine façon, peut-être pas dans l'opinion publique, là, mais en tout cas, s'il y avait une enquête, là, bon, il n'y avait pas nécessairement de loi si stricte qui s'appliquait à ce niveau-là, c'est aux États-Unis, là, mais c'est un exemple où il peut y avoir une zone grise, là, où est-ce que c'est pas nécessairement un acte criminel, mais ça peut être un acte inapproprié, disons ça ainsi. Parfait, je pense que ça complète. Projet à venir, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains jours? Dans les prochains jours, j'ai beaucoup de travail. beaucoup de travail. On a des clients qui sont très actifs. Merci Bruno, merci pour ton temps, merci pour tes conseils. Je vous invite, confrères et consoeurs, à communiquer avec lui pour toutes vos questions relatives aux enjeux juridiques concernant les technologies de l'information. Ça m'a fait grand plaisir. Merci de m'avoir invité sur le podcast. Les questions seront les bienvenues. Alors, j'interviens encore. L'épisode avec Corinne et Bruno Provencher-Bordelot a été enregistré dans les bureaux de ULEX pendant la pandémie à distance, ce qui a causé certains défis, dont un, c'est de sortir le plus rapidement possible de ces bureaux-là. Alors, Corinne a enregistré à distance, à travers le studio, la conclusion de l'épisode. Avant d'oublier, le mot-clé pour cet épisode est télétravail. Il sera nécessaire pour obtenir votre attestation de formation dans la section questions de preuve du site rivercastmedia.com. Alors, on revient en studio. Merci Bruno Provencher-Bordelot, c'était super intéressant. Je vous invite tous à communiquer avec lui pour toutes vos questions relatives aux enjeux juridiques concernant les technologies de l'information. Merci à ULEX Avocats et Stratèges pour cette superbe collaboration qui va continuer avec d'autres épisodes dans les prochaines semaines. Je vous rappelle que tous les liens de ce qu'on a discuté aujourd'hui sont dans les notes de l'épisode. Vous pouvez les voir directement dans votre application de podcast, Spotify, Pocket Cast, Apple Podcast ou Google Podcast ou dans la section questions de preuve du site rivercastmedia.com. Merci à nos commanditaires, le restaurant Icanos et la plateforme de notification électronique Nota Bene de LRM Huissier. Merci à Hugo pour sa confiance dans l'animation des épisodes de questions de preuve. Je vais en animer d'autres. Merci à Sabrina d'avoir édité cet épisode pour que la voix de Bruno et la mienne sonnent comme de la musique à vos oreilles. Merci à Constance qui arrive à tout gérer dans l'évolution du startup qu'est Rivercast Media. Mais merci surtout à vous, chers auditeurs, de nous supporter, de nous écouter, de nous encourager et de nous faire part de vos commentaires. Rivercast Media et Questions de preuve sont sur tous les réseaux sociaux, donc abonnez-vous. Ne manquez pas les nombreux épisodes en collaboration avec ULEX Avocats et Stratèges. Que ce soit avec Virginie Brien-Gagnon, Maude Fréchette, Dominique Lavin, Bruno Provencher-Bordelot ou Frédéric Letendre, on va vous revenir pour donner de la formation en lien avec les besoins de vos clients commerciaux. Abonnez-vous à Questions de preuve sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe quelle application de balado. Évaluez-nous sur Apple Podcasts, c'est bon pour nos statistiques. Donnez-moi des étoiles et faites bondir Questions de preuve dans les plateformes d'écoute. Idée originale, réalisation et montage, Hugo Martin. À l'animation, Corinne Jacquet. À l'édition, Sabrina Roy. La musique et les clips audition sont de feu René Gagnon. À l'équipement audio, Sergio Traviglione de Music Red One. À la gestion, au marketing et à la direction générale, Constance Saint-Pierre. Ce podcast est une production Rivercast Media SA et rappelez-vous, tout est question de preuve. Vous avez faim? Ça suffit les sushis pour emporter, la pizza livrée ou le pad thai dans du carton.
Cet épisode est commandité par mon estomac. Tzatziki maison, purée de poivrons et feta rôti, hummus avec du pain pita frais, des calmars frits, pas ceux du bar sportif du coin, des calmars tout à fait à point, du feta en croûte de sésame ou en tranches avec de l'huile d'olive. Pourquoi pas un spanakopita, la fameuse pâte philo maison du chef Constant Menzas farcie aux épinards, du souvlaki de porc de la ferme Beau Rivage ou au poulet du Québec, ou oser le souvlaki à l'espadon. Les végétariens ne sont pas en reste. Kefi Taverna du restaurant Ikanos offre une multitude de plats végétariens goûteux et originaux. Il y a toujours les frites maison pour apaiser toutes les fringales. Les fameux beignets grecs au miel, noix et épices sont aussi disponibles. Si je ne vous ai pas ouvert l'appétit, je ne sais pas comment. Rendez-vous dans la section cueillette livraison du site ikanos.ca pour tous les plats disponibles. Merci, Restaurant Ikanos, pour le soutien. Et vous, chers auditeurs, soutenez Rivercast Media en passant une commande à Kefi Taverna sur le site ikanos.ca.